Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec Sven Ripoche, qui est le cofondateur et CMO de la marque Benebono, qui est une marque qui a pour mission de créer un nouveau modèle de course bon pour votre assiette, notre planète et votre carte bleue. Alors concrètement, Benebono vous propose des paniers de fruits et légumes biologiques, français et de saison, ainsi que des produits d'épicerie, tous sauvés du gaspillage. Ces produits qui sont souvent écartés des circuits de distribution traditionnels pour des raisons esthétiques ou de surplus, vous les recevez avec des prix allant jusqu'à 40% moins chers que ceux des magasins bio, ce qui est le gros avantage pour vous en tant que consommateur. Et comment ça marche concrètement ? Eh bien en fait, vous allez vous inscrire sur le site, c'est totalement gratuit, et ensuite vous faites une première commande et vous choisissez votre fréquence de livraison. Donc ça c'est le funnel d'acquisition de Benebono. Et une fois en fait que vous êtes abonné, eh bien vous avez cette fréquence de livraison, comme je vous le disais, qui peut être une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et bien sûr, c'est flexible selon que vous ayez plus ou moins de besoins alimentaires. Ce qui fait que pour Benebono, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher des abonnés qui sont qualifiés et qui vont ensuite faire une première commande et rester dans le temps. Si vous faites de la pub sur Meta Ads, vous avez compris que ce n'est pas si simple parce qu'il faut optimiser vos campagnes pour le bon événement de conversion. Et ça, c'était l'un des gros sujets de ma conversation avec Sven. Donc, c'était une discussion assez passionnante où on est revenu sur leur funnel d'acquisition, donc de la première étape à l'étape de commande et puis d'abonnement, et comment l'améliorer par incrément. On a ensuite reparlé des tests AB et ceux qu'ils mettent en place chez Benebono. Et parmi ceux-ci, Sven m'a partagé ceux qui ont eu un vrai impact sur leur business. On est revenu sur les 4 façons d'améliorer vos performances sur Meta et pourquoi vous focalisez sur le CTR de vos campagnes peut vous faire prendre des mauvaises décisions. Donc voilà pour le programme de l'épisode. On a évidemment abordé d'autres sujets et je vous propose de les découvrir dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je te souhaite la bienvenue dans le rendez-vous marketing, Sven. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci. On ne se connaissait pas avant et je t'avoue, je n'avais pas entendu parler de Benebono auparavant. Ça va être l'occasion de découvrir Benebono. En tout cas, le site, je trouve qu'il est hyper bien fait. C'est gentil. Quand je suis allé sur la page d'accueil, tu comprends assez vite quand tu scrolles toute la page ce que vous faites. C'est une nouvelle version, donc je suis plutôt content de ton retour. Ouais. On a testé pendant l'été. Et donc, c'est un truc que vous faites régulièrement en tant que test Là, on a fait un gros chantier en Q2, Q3 de refonte de tout le funnel en partant des ads jusqu'à la partie connectée, post-sign-up. Okay. Et un A/B test, et pas mal d'A/B tests sur ces sujets-là, parce qu'on avait senti certaines frictions qui menaient à un churn de nouveaux users. Et on a voulu retravailler ça pour amener notamment 2 informations plus clairement, notre positionnement prix et qualité et une explication du modèle qui est assez original en France d'abonnement sans engagement. Donc c'est un long travail et ce que tu as vu, c'est sûrement la bonne version issue des A/B tests. Écoute, ça je pense que tu en parleras peut-être plus en détail tout à l'heure. Plaisir. On va parler vraiment évidemment acquisition, conversion. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que vous faites, depuis quand vous existez, comment vous êtes lancé, et même toi aussi, n'hésite pas à donner ton parcours et qu'est-ce que tu faisais avant Benebono. Carrément. Alors je vais essayer de le faire dans l'ordre. Je pense que je vais faire une intro de Benebono et après je reprendrai du champ. Benebono, c'est assez simplement un abonnement sans engagement de course engagée qui repose sur 3 piliers. En gros, 3 bénéfices. La qualité, on a un focus sur les produits de qualité. Sur les fruits et légumes, on va se concentrer sur le bio. Sur le reste, on applique une charte assez stricte sur les produits qu'on sauve. Donc, le premier point, c'est la qualité. Le deuxième, c'est le prix. On a un positionnement prix qui permet d'avoir accès à des produits de qualité pour des gens qui n'ont pas forcément le budget habituellement pour les avoir. Et je pourrais zoomer dessus, mais ça, grosso modo, c'est le fruit d'un travail en direct avec les producteurs, les coopératives, les fabricants, et un positionnement anti-gaspi, qui est notre 3e pilier, en fait, qui est à la fois ce qui permet l'équation qualité-prix, et c'est en plus un bénéfice conso de se dire qu'on réduit l'empreinte de son alimentation au quotidien. Okay. Donc ça c'est pour vraiment le positionnement et le fonctionnement. Je pense que c'est important de prendre une minute dessus parce que c'est assez original en France. On a un abonnement sans engagement dans le sens où les gens s'inscrivent chez Benebono pour profiter du service. C'est gratuit de s'inscrire, c'est complètement libre d'en partir, c'est complètement libre de sauter des livraisons, de mettre en pause pour quelque raison que ce soit. Donc on s'inscrit mais on n'a rien à payer, on n'est pas retenu. Et après on bénéficie donc toutes les semaines de nouveaux arrivages, et on a une gamme qui a entre 800 et 1000 produits qui couvre pas mal de catégories des supermarchés classiques, et on se fait livrer quand on le souhaite. En fait, le funnel, c'est tu dois t'inscrire, donner ton mail, c'est totalement gratuit. Là, tu es dans l'expérience client, on va dire. Tu as accès au site, tu as accès aux produits. Et de ce que je comprends, toutes les semaines, tu te fais livrer, mais tu peux décider d'une semaine de ne pas te faire livrer. C'est ça, en fait. Dès l'inscription, on choisit la façon de se faire livrer. On a une livraison qui
qui est dual. On a à la fois la livraison à domicile sur créneau, on a la livraison en point retrait, on a un réseau de point retrait de 1500 points retrait. Donc une fois que ça s'est set-up, ça lance un calendrier hebdo qui est hyper flexible, dans le sens où nous on alerte à l'ouverture du magasin et libre à chacun de dire je suis pas là cette semaine, j'ai encore des restes, je compte pas trop cuisiner, et de sauter les livraisons. Voilà, donc c'est une sorte de récurrence sans engagement. Mais par contre, tu choisis pas à l'avance ce que tu vas te faire livrer, c'est toutes les semaines, ça dépend de tes besoins. Ouais, complètement. Non, c'est une expérience de shopping classique. Ensuite, il y a 4 jours pour composer sa commande, et là, c'est un catalogue donc assez large. Un nouveau bénéfice qu'on a mis en place, c'est nous, on a une présélection intelligente. Encore une fois, sans engagement, on peut complètement la supprimer, mais on a en fait récolter auprès du user des caractéristiques de foyer, taille de foyer, rayon privilégié au supermarché, et on apprend commande après commande, ce qui permet de suggérer les bons produits pour éviter le scroll infini à travers les catégories, en plus avec un système où on a des nouveautés chaque semaine. Donc en fait on a essayé de faire gagner du temps à l'utilisateur avec une présélection. Une question qui me vient en tête, est-ce que vous avez une application mobile ? Ouais, bien sûr. En fait, c'est beaucoup par l'application que nos utilisateurs nous utilisent. On doit être à 75 ou 80% d'usage app pour les personnes qui sont inscrites. Le funnel est resté web, mais tout l'usage quand on est abonné Benebono, c'est souvent via l'app. Via l'application. Ouais. Et ça, en fait, tu la télécharges une fois que tu t'es inscrit. Ouais, exactement. Funnel web, ou alors en WebView si on a téléchargé l'app avant. Et ensuite, nous, on pousse au téléchargement de l'app parce que l'expérience est meilleure. Est-ce que tu as une stat sur combien de pourcents des personnes qui sont inscrites finalement téléchargent l'application ? Ouais, 75 à 80% d'usage de l'app. C'est énorme, mais en fait, c'est hyper logique parce qu'on a beaucoup de touchpoints avec nos abonnés. Il y a toute la partie que je décrivais de l'ouverture du magasin, le choix de ce que je vais recevoir, aussi la partie livraison avec les notifs d'alerte, etc. Et comme on a une haute fréquence, c'est assez logique de passer par l'app pour l'utilisateur. Bah voilà, si ça devient ton nouveau mode de consommation et de la façon de faire tes courses, évidemment, tu as envie de tout optimiser pour que ce soit plus simple pour toi et éviter d'aller sur l'ordinateur quand tu vas faire tes courses. De se reconnecter, etc. Dans le métro. Exactement. Ok, top. Et du coup, c'est vrai que toi, tu as plusieurs enjeux. Tu as un enjeu où tu dois aller chercher des nouveaux sign-up. Puis après, une fois qu'ils ont sign-up, tu dois faire en sorte qu'ils fassent leur première commande. Et ensuite, tu dois faire en sorte qu'ils restent. Et que la fréquence, on va dire, de commandes, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux sauter une semaine, c'est qu'il y a le moins de sauts possible. Ouais, complètement. Après, sur la partie fréquence, par la nature des produits qu'on vend, donc des fruits et des légumes, maintenant des produits frais, la fréquence, elle est assez élevée. On est à plus de 2 commandes par mois parce qu'en fait, on se fait pas livrer une fois par mois des fruits et légumes, sinon ça aurait peu de goût à la fin du mois. Donc on a une fréquence qui est quand même assez élevée et qu'on peut travailler, mais qui est peut-être pas le KPI qui bougera le plus. En revanche, tout ce que tu décris par ailleurs sur sign-up jusqu'à la première commande et évidemment la rétention, c'est des sujets hyper intéressants pour nous et côté marketing en particulier. C'est vrai que toi tu t'es pas forcément représenté, mais tu es non seulement t'es le fondateur, mais tu es aussi le CMO. Exactement, moi je suis un des 3 fondateurs avec Grégoire et Claire de Benebono et je m'occupe de 2 fonctions, le marketing et la data. Okay. Donc j'ai une vingtaine de personnes réparties en 5 équipes. Très classiquement, une équipe brand and content, une équipe grosse, donc sur pas mal de KPI qu'on vient de mentionner. J'ai une équipe aussi Customer Lifecycle. En gros, c'est le CRM, mais c'est hyper important chez Benebono parce qu'on a beaucoup de touchpoints, beaucoup d'informations à pousser aux abonnés. Une petite équipe en Espagne et une équipe data à côté. Pour retracer un peu l'aventure Benebono, on s'est lancé en 2020, on s'est lancé pendant le Covid en réalité, et qui a été plutôt un facteur positif et négatif en même temps, en l'occurrence positif parce que c'était un moment où on voulait se tourner vers de la nourriture de qualité, revenir peut-être un peu plus en cuisine, et donc là évidemment l'offre de bons produits résonne, et en même temps c'est toujours des complexités logistiques d'opérer pendant le Covid. On s'est lancé donc en 2020 et on a commencé par les fruits et légumes uniquement, avec un modèle assez peu flexible pour le consommateur où c'était des paniers fixes. Mais l'idée des fruits et légumes, c'est que c'était un très bon premier pas pour plusieurs raisons. Un, c'est un produit qui est très très gaspillé en France et dans le monde en général. Donc il y a énormément de produits à aller sauver. 2, c'est
un gaspillage qui est assez connu, contrairement au gaspillage des produits secs. Le gaspillage des fruits et légumes, on l'a tous en tête, c'est les fruits et légumes moches, les campagnes qui ont pu avoir lieu, donc c'est assez facile de positionner la marque sur ce socle qui était déjà là. Et troisièmement, c'est un produit qui est plus facile à tester, le panier de fruits et légumes, plus facile à tester parce que les sources sont plus petites, c'est des exploitations agricoles, des coopératives et qui sont plus réceptives pour traiter de petits volumes. Donc pour amorcer la pompe, entre abonnés et fournisseurs, c'est vraiment pratique de commencer par les fruits et légumes parce qu'on peut traiter de 100, 200 kilos, alors que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette approche-là avec des produits transformés. Donc ça a été le début de Benebono et après il y a un trajet qu'on est en train d'achever vers le supermarché anti-gaspi. En fait, de passer d'un panier de fruits et légumes très fixe anti-gaspi à vraiment un supermarché avec beaucoup de références, c'est un trajet qu'on est en train de faire et qui a été progressif avec des catégories saines, toute la partie fraîche. Ok, d'accord. Donc là aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes un supermarché en ligne anti-gaspi, avec de tout, des produits transformés, des paniers de fruits et légumes. Et ça reste votre cœur de métier, c'est les fruits et légumes. Alors, en fait, c'est notre ancrage historique. Donc, typiquement, on le voit sur les abonnés anciens de Benebono, et il y en a pas mal. Ils ont un vrai prisme autour des fruits et légumes. C'est pour ça qu'ils sont venus chez nous. Et donc, un panier qu'en est largement composé. Et en fait, on voit que toutes les nouvelles cohortes ont des paniers beaucoup plus divers. Et peut-être ont plus perçu Benebono comme un fournisseur de produits de façon plus générale. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'était durant le Covid. Et puis après, vous avez pu, à mon avis, vous lancer via l'acquisition. Ouais, on a eu un fonctionnement, une croissance concentrique où on a commencé par Paris, l'Île-de-France, et ensuite on a répété ce modèle dans plusieurs grandes villes françaises. En fait, on a une organisation en hub avec une préparation régionale des commandes, soit internalisées à Paris, soit via des associations d'insertion dans d'autres régions. Et donc, on a toujours fait une croissance progressive, géographique, autour des grandes villes françaises. Hyper intéressant. C'est que quand j'avais vu le site, je m'étais dit, vous livrez dans toute la France. Tu m'avais dit oui, mais alors qu'au départ, vous avez commencé par des régions. Ouais. Alors aujourd'hui, on livre toujours que autour des grandes villes. On ne livre pas dans toute la France. On est présent maintenant dans pas mal de régions, mais avec ce fonctionnement plutôt autour des métropoles, notamment parce qu'on a un système logistique qui est spécifique. J'en ai parlé rapidement. On a 1500 points de retrait, un réseau qu'on a bâti et qui est évidemment beaucoup plus efficace dans des zones denses que dans les zones rurales. Okay. Et évidemment, l'objectif à terme, c'est d'arriver à couvrir toute la France et d'avoir une part de livraison à domicile évidemment plus élevée parce que ça correspond plus au fonctionnement. Donc là, ça reste, pour la France, vous êtes loin d'avoir terminé, d'avoir fait grandir votre portée, on va dire, dans le marché français. Complètement. Alors après, c'est vrai que c'est des zones très, 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 très puissantes, l'Île-de-France, etc. C'est déjà un bon terrain de jeu et on en parlera sûrement aussi si on traite de l'Espagne. Là, on a un refocus autour de travailler le produit, continuer à élargir l'offre et améliorer le fonctionnement avant d'aller recroître géographiquement. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu aller en Espagne sur le coup, sachant qu'il y a toujours la barrière de la langue, de la culture. Alors c'est vrai que c'est à côté de la France. C'est intéressant. Il y a déjà pourquoi sortir des frontières de la France si vite, et après il y a pourquoi l'Espagne. Pourquoi sortir des frontières, en fait, c'est vraiment dans l'ADN de Benebono, c'est un de nos piliers chez nous, c'est la vision européenne du modèle. On veut devenir un acteur à grande échelle de la lutte contre le gaspillage, on veut le faire à l'échelle européenne. Donc il y avait vraiment l'ambition de très vite se convaincre qu'on savait répliquer, que c'était pas seulement un modèle franco-français fait pour un marché spécifiquement. Donc il y a eu cette ambition de se dire, ok, on veut savoir si c'est possible, on veut le répliquer rapidement, et c'est ce qu'on a fait avec l'Espagne. Après, il y a pourquoi l'Espagne. Ça a été une partie assez longue de pré-lancement, d'études spécifiques des différentes opportunités. Il y avait évidemment pas mal de pays possibles. Tu parles du Benelux, ça aurait pu être aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne. Pourquoi l'Espagne ? C'est parce que c'est un marché qui est relativement grand. Alors, c'est pas l'Allemagne, mais c'est quand même un des gros marchés européens. C'est aussi une zone de production extrêmement importante pour l'Europe, notamment de bio. Fruits et légumes, fruits et légumes, et donc en réalité beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de bio et du gaspillage, donc il y a aussi des choses à faire là-bas, peut-être un peu plus que dans le nord de l'Europe, et une concurrence faible. Il y a peu d'acteurs sur l'anti-gaspi en Espagne, et donc ça c'était des signaux positifs. On a aussi fait quelques tests marketing, tu vois,
pour avoir une idée du CAC qu'on pourrait avoir dans les différents pays, et justement de l'attrait de l'offre. Comment t'as fait ça, les tests marketing? T'avais un peu de pub Ouais, on a créé un compte séparé de Benebono, et on a fait des trades d'ads, et on a regardé avec une landing le coût DAC qu'on pouvait avoir dans les différents pays, en croisant ce qu'on avait en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans le Benelux. On voyait qu'en Espagne, on arrivait vraiment à avoir des coûts beaucoup plus bas. Et pour toi, quel coût d'acquisition, c'était le coût d'une première commande? Ouais, alors là, en l'occurrence, c'était un fake funnel, donc évidemment. C'était plutôt un sign-up. Mais c'est toujours un bon message de savoir que tu peux potentiellement viser des coûts plus bas. Et je pense que c'est très vrai. Enfin, c'est très vrai tu sais que derrière, si ton funnel, il est bien construit. Ouais, c'est déjà un bon indicateur. C'est évidemment pas l'alpha et l'oméga, parce que derrière il y a la vraie commande, et puis il faut bien mettre en rapport le CAC et une LTV qu'on peut espérer, qui est dépendante aussi du pouvoir d'achat par pays, mais c'est un des paramètres. Et c'était très bon en Espagne. Ok, d'accord. Donc mais c'est vrai que c'est logique quand tu y penses, c'est que évidemment, ils produisent plus de fruits et légumes en Espagne qu'en Belgique, donc naturellement, tu as plus de gaspillage et tu as plus d'agriculteurs potentiels avec qui vous pouvez bosser. Et en plus de ça, comme tu dis, ça reste un grand marché, plus grand que d'autres marchés auxquels on pourrait penser, mais pas aussi grand que l'Allemagne. Et un dernier facteur, c'est qu'ils consomment. Alors en l'occurrence, je parle encore de fruits et légumes, ils consomment 20% de plus qu'en France, en moyenne, les fruits et légumes. Donc c'est vraiment un pays qui consomme beaucoup de fruits et légumes. Et comme c'était notre ancrage à l'époque, c'est aussi un des signaux positifs. Ok, donc j'adore comme tu as expliqué, c'est qu'en fait, avant de se lancer dans un marché, on peut le tester en fait. On peut le tester à l'avance. Alors c'est sûr que c'était une fois, comme tu dis, évidemment je suppose que vous ne l'avez pas fait à très grande échelle, mais au moins tu peux mesurer un peu l'appétence. Ouais, c'est quelques milliers d'euros de budget, et c'est un très bon... Ouais, il faut avoir un peu de volume, honnêtement. Et il y a des biais, il ne faut pas se mentir, les biais de traduction, c'est pas 100% parfait, mais ça donne quand même des bons indicateurs. Ok, donc c'est quand même quelques milliers d'euros par marché, tu veux dire? Au total. J'ai plus le budget en tête, mais je pense qu'on a dû mettre 5 000 ou 10 000 sur les quelques marchés qui étaient shortlistés. Ok, juste vraiment pour te dire, j'ai un volume suffisant de sign-up pour conclure qu'un marché est meilleur qu'un. Exactement. Et un dernier élément qu'on a aussi fait, c'est quelques enquêtes quanti sur les quelques marchés qui nous restaient à la fin, entre lesquels trancher sur la connaissance des sujets du gaspillage. En fait, à quel point il y avait une awareness sur les sujets comme il peut y avoir en France, pour mesurer à quel point on aurait à défricher le sujet, où on pouvait déjà bénéficier d'une connaissance locale, et ensuite question assez basique d'appétence pour de la consommation de produits anti-gaspi, etc. Quels sont les critères d'achat des consommateurs dans les pays. Donc voilà, on a fait quand même pas mal d'enquêtes différentes, et à la fin c'est toujours un choix difficile, mais au moins là il était plutôt baqué. Ok, parce que là en fait en posant ces questions-là, tu as une idée de la maturité du marché plus ou moins, si les gens sont conscients déjà du fait que il y a du gaspillage, et à quel point ils sont prêts à faire des efforts pour... Ouais, complètement. Alors, je passe même quelques détails, mais on a essayé d'enquêter aussi sur quel modèle logistique on allait mettre en place. Je parlais de la France avec un gros attrait des points de retrait, parce que c'est facile en métropole, dans les métropoles françaises, de récupérer en points de retrait. C'est très commun en fait de le faire. En Espagne, ça allait un peu moins. Donc on fait beaucoup plus de livraison à domicile en Espagne, parce que c'est moins cher et moins commun le point de retrait. Enfin, c'est des choses qu'on a pu prévoir avant de se lancer, et donc d'investir différemment nos efforts logistiques, par exemple. Oui, c'est aussi vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a tout un enjeu là-dessus, parce que là, sur le coup, comme les gens se font livrer leurs courses à domicile ou en point de retrait, et que c'est quasiment toutes les semaines ou 2 fois par mois en moyenne, c'est sûr qu'ils veulent optimiser ce côté de la livraison, et qu'ils n'ont pas envie d'aller dans un point de retrait à 20 minutes de chez eux. Exactement, c'est ça. Exact. Ok. Et du coup, vous êtes lancé en Espagne il y a 1 an et demi, tu disais. Ouais. Il y a 1 an et demi. Ça a été quoi pour vous les enjeux quand vous êtes lancé, et éventuellement aussi les problématiques que vous aviez, auxquelles vous n'y attendez pas? Franchement, c'était une super rétro qu'on a pu faire après le lancement, parce qu'on a appris beaucoup de choses en Espagne. Déjà en termes d'enjeux, et pour zoomer un peu plus sur la partie marketing, nous on a eu 2 gros enjeux. Il y en a un qui était déjà dans les cartons en réalité, mais qu'on a accéléré en vue de l'Espagne, c'est on a renamé l'entreprise. On s'appelait Hors Norme avant, on s'appelle Benebono. C'est pas du tout la seule raison, le changement, l'extension en Espagne, mais on l'a accéléré pour avoir une seule marque dans 2 pays. On voulait le faire parce que Hors Norme, c'était super pratique, très signifiant, mais souvent associé à des produits très matures, des produits un peu abîmés, c'était très peu axé sur la qualité et le goût. Okay. On avait envie de recentrer la marque sur... c'est des bons produits, ils sont certes différents, mais ça fait du bien de les consommer, ils sont bons. Mais on a dû accélérer ça pour l'Espagne, et c'est un sacré chantier. Et le deuxième enjeu qu'on avait à partir du moment où on s'était dit qu'on se lançait en Espagne, c'était d'arriver à amorcer la pompe pré-lancement, pour que à l'ouverture, on ait d'un coup
des gros volumes qui permettent d'aller traiter avec des producteurs de fruits et légumes et des fabricants de produits d'épicerie. Et donc ça, il y a toute une partie de travail. Alors les principaux vecteurs, ça va être beaucoup d'influence. On a fait beaucoup d'influence avant pour commencer à créer un tout petit peu de notoriété. On a fait pas mal aussi de waiting list organiques et payants sur les réseaux sociaux pour avoir en base en fait au lancement quelques milliers de personnes déjà et s'assurer qu'on avait dès la première semaine des gros volumes. Donc un gros travail pré-lancement qu'on a mené. Ça c'est pour la partie marketing. Après globalement lancer un pays c'est hyper challengeant. Bien sûr, on l'a fait en un temps record et on a tenu notre deadline, ce qui était assez exceptionnel. Donc on a eu un gros focus de toutes les équipes françaises pour ce lancement et une pierre angulaire, ça a été aussi de trouver la bonne personne sur place pour set up l'entreprise, la petite équipe et notamment la partie logistique et opérationnelle. Ouais, parce que là vous avez une équipe en Espagne, si je comprends bien. Complètement. En fait, on a un entrepôt à Madrid qu'on opère nous-mêmes, donc qui reçoit les produits, prépare les commandes et enclenche les livraisons qu'on a sous-traitées. Donc, on a une grosse empreinte opérationnelle en Espagne et on a aussi une équipe. Au-delà, on va avoir une petite équipe relation avec les fabricants et les producteurs. On a une petite équipe marketing, j'en parlais. Donc c'est quand même entre 20 et 30 personnes sur place pour opérer l'Espagne. Donc il a fallu monter ça rapidement, notamment toute la partie entrepôt pour un lancement. Impressionnant. Ouais, c'était une super expérience. Je pense qu'un des learnings positifs aussi, c'est que ça crée une énorme émulation, un énorme presque team building pour les équipes qui sont... tout impliqué en fait de la finance au RH, au marketing, aux ops, relations fabricants, etc. Tout le monde s'est impliqué sur le sujet. Beaucoup sont allés sur place. Nous, on a passé pas mal de temps sur place pour amorcer la pompe et ça crée aussi une grosse fierté quand on appuie sur le bouton, qu'on se lance et qu'on célèbre ça. Ouais, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, donc avant vraiment de officiellement lancer, vous avez fait niveau moi ce qui m'intéresse aussi, c'est niveau marketing, vous avez fait un travail de waiting list, donc liste d'attente, et un travail d'awareness avec des influenceurs qui ont fait grossir cette liste d'attente, parce que c'était le but au final. Complètement. En fait, pour la petite histoire, on a repris un mécanisme qui était le premier mécanisme d'acquisition de Benebono au lancement, que je faisais tout seul à l'époque. C'est comme on s'étendait géographiquement, avant de s'étendre, on allait trouver par tous les moyens des gens qui habitaient dans la zone et en leur disant on va se lancer, donnez-nous un contact et dès qu'on ouvre, on vous contacte. Et en fait, c'est un message qui est assez positif parce que il y a un côté je vais être le premier, c'est se sentir un peu privilégié et donc on arrivait à en baser pas mal de monde avant chaque ouverture. On l'a reproduit énormément de fois, on l'a un peu automatisé depuis et pour l'Espagne on l'a fait à grande échelle avec pas mal de budget méta notamment pour aller récupérer du lead. Ok, d'accord. Ouais. Et après là-dessus, est-ce que au niveau méta il y a des challenges que vous avez eu sur l'Espagne ou directement vous avez pu répliquer la méthodologie que vous avez utilisée en France, donc c'est-à-dire le même type de structure de campagne, le même type de créa, ou est-ce qu'au contraire là ça restait un nouveau bac à sable dans lequel il fallait Ouais, c'est intéressant, c'est toujours le cas aujourd'hui. On a des ads qu'on va reproduire qui marchent bien en France, sur laquelle on a plus de budget en France, donc on apprend plus vite, on teste plus et on essaye d'exporter les meilleurs, mais on voit que les perfs sont pas toujours les mêmes. En fait, la créa ça joue aussi sur la personne qui fait l'UGC par exemple, enfin, même si c'est le même script grosso modo, il y a plein d'éléments qui peuvent faire varier la performance, la trad, la personne qui réalise l'UGC, etc. Donc on voit des écarts, mais sur les thématiques ça reste quand même globalement les mêmes, sur lesquelles on peut jouer, l'anti-gaspi, le prix par exemple. Donc il n'y a pas de gros écarts et même derrière on a aussi la volonté de pas avoir trop d'écart. Typiquement, je parlais des campagnes méta de leads et après on a tout un flow automatisé pour travailler ces leads. Le but c'est de pas à chaque fois réinventer la roue quand on arrive en Espagne, et ressemble quand même beaucoup. Ouais, le tunnel reste le même, la structure de compte reste la même. Par contre, c'est vrai qu'en effet au niveau créa, ce sera pas exactement le même créa. Par contre, les axes, moi quand je dis axe, ça va être anti-gaspi, prix, qualité. Tu sais plus ou moins que c'est ceux-là qui vont marcher d'un marché à l'autre. Alors il y a quand même quelques écarts où il y a une sensibilité prix qui est plus forte en Espagne et une awareness sur le gaspillage un peu plus faible. Donc ça va jouer sur... on va créer un peu plus autour de l'axe prix en l'occurrence. Et quand on travaille l'axe anti-gaspi, on va être un cran moins spécifique
peut-être un peu plus pédagogue pour créer de l'awareness. Les deux distinguo, mais sinon le reste est assez proche. Assez proche, ok. D'autres choses que tu veux raconter sur l'Espagne avant qu'on passe sur la partie plus acquisition, enfin comme moi j'aime bien le faire, acquisition, rétention sur votre marché. Peut-être ce que je disais globalement sur la partie expansion géographique, je pense que le plus gros learning de l'Espagne, c'est que c'est génial, on est très heureux des résultats et on s'est prouvé qu'on savait répliquer rapidement. C'est un énorme défocus de toutes les équipes sur les autres sujets. Donc c'est vraiment un trade-off à faire de expansion versus travail sur le produit, travail sur d'autres aspects. Donc on a adoré, tout le monde a adoré, on l'a réussi, mais c'est un choix. On se continue à s'étendre, soit s'améliorer sur ces zones géographiques existantes. Et je pense que ça n'existe pas de lancer des pays en même temps que de faire des gros mouvements product, par exemple. Ouais, je comprends. Tu peux pas faire tout en même temps. Et surtout que là, tu avais dit au départ que votre ambition, c'est de devenir un leader européen dans l'anti-gaspi de manière générale. Exactement. On a déjà un peu parlé de Meta, parce que je savais déjà avant le podcast que vous étiez plus orienté méta, mais aujourd'hui, si on doit résumer, c'est quoi votre mix marketing ? On a deux gros canaux. Le premier, on a parlé, c'est autour du paid marketing, et Meta est le gros morceau de ce morceau. Et ensuite, on a un referral qui marche très bien. Et en gros, celui-ci, c'est entre 20 et 25% de l'acquisition. Donc c'est quand même assez performant. On sait que les top performers de notre univers, ça va être des HelloFresh autour de 30, mais on sait qu'on est déjà à un niveau assez élevé. Parce qu'on a un mécanisme qu'on a renouvelé récemment qui fonctionne, un mécanisme de referral incentive exactement. Et on a aussi un sujet, une thématique qui est hyper facile pour du word of mouth globalement, parce qu'on parle de nourriture, on parle d'anti-gaspi, on parle que de thématiques que les gens aiment partager. Donc on sait qu'on est sur un terreau hyper fertile en fait. Quand les gens s'échangent tout le temps des bons plans, tu cuisines pour quelqu'un, tu vas spécifier que tu as cuisiné un produit anti-gaspi, et en fait on est vachement aidé par ça. Donc c'est un gros pilier dans notre mix. Ça, c'est les deux gros morceaux, et ensuite on a pas mal de leviers plus tactiques. On a par exemple un levier, c'est des partenariats avec des entreprises qui ensuite servent de point d'entrée pour leurs employés. On fait ça gratuitement, ça fait une dizaine de % et c'est assez intéressant parce que on peut nous avoir un point de retrait qui s'ouvre, et on a un canal gratuit de communication via l'entreprise à tous ses employés. Ça, c'est un autre exemple. Et ensuite on a des choses très classiques, on a un peu de SEO, on a de la presse. Encore une fois, sur la presse, on bénéficie d'une thématique qui est hyper porteuse. Du coup, la presse, je présume que vous avez déjà reçu beaucoup de trafic venant de certains médias. Et c'est du trafic qui pouvait être potentiellement qualifié aussi. Complètement. On a fait un super JT sur France 2 il y a une semaine. C'est bluffant. C'est gérant. T'as vu. Après, c'est toujours comme ça. Dans le gros pic de trafic, t'as une méta qui tourne à fond. T'as vraiment une boucle hyper positive. Mais c'est assez indéniable. Je pense que ça. On a fait sur la journée du passage, on a fait x5. Donc c'est en termes de scène. Ok, d'accord. Donc c'est toujours agréable. Et puis ça fait des contenus qu'on peut réemployer ailleurs. Ok, donc si je comprends bien, ton mix marketing n'est pas. Enfin, c'est loin d'être que du paid, parce que tu as peut-être 50% du paid, peut-être même moins. Un peu moins. T'as l'organique et la presse et le referral. Le referral, je voulais revenir là-dessus rapidement, c'est simplement une incentive avec un code promo, c'est-à-dire si tu parraines quelqu'un, tu reçois X% et la c'est ça. Les deux en bénéficient, et sur le parrainé, c'est des réductions sur les 3 premières commandes. Donc c'est assez accompagné dans le temps. Ok, d'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est pas une seule commande. Ok. Et moi, je voulais peut-être faire un focus sur Meta, parce que moi, c'est ce que je connais le mieux. Et sur le podcast, en fait, au début du podcast, je pense pas qu'il y ait... si je pense que je l'avais expliqué par téléphone, c'est qu'on a quand même un focus plus acquisition payante en particulier. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, comme je disais, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup abordé le sujet Meta sur le podcast. On s'était dit, je m'en souviens. Qu'on n'allait pas trop en parler, mais je pense qu'il y a quand même des choses à raconter, dans le sens où je disais avant le podcast que pour moi, sur Meta, si tu vas améliorer ta perf, tu peux soit améliorer ton CTR, soit ton taux d'arrivée, donc la proportion de personnes qui arrivent vraiment sur ton site et que tu traques, soit ton panier moyen ou soit ton taux de conversion sur les personnes que tu as attirées sur le site. Et toi, tu me disais, moi, le CTR, j'y crois un peu moyen parce que c'est pas forcément ça que je regarde, c'est plus une vanity métrique. Et quand j'optimisais pour le CTR, ça n'a pas forcément... c'est vraiment un des apprentissages. Avant de lancer Benebono, moi, j'ai fait un passage chez La Fourchette, et j'ai travaillé sur l'équipe paid marketing. Donc il y avait Meta et Google en gros canaux. Et je suis arrivé chez Benebono. Au début, je faisais les campagnes moi-même, puis on a externalisé, réinternalisé, etc. Mais j'avais quand même ce truc de je prends tous les KPI du funnel et je les regarde un par un, et je me dis il faut que j'améliore chaque élément. Assez mathématique, et au fond aujourd'hui j'en suis vraiment revenu parce que
ce qui compte, c'est par euro investi, combien d'euros à la fin je récupère. Et en fait, tout ce qui est entre ça et entre l'investissement et ce qu'on récupère, finalement, ça peut bouger l'un vers le bas, l'un vers le haut. Je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, j'ai un sign-up, j'ai des orders et que ces orders, elles soient plutôt grandes que petites. Nous, on optimise maintenant beaucoup à minima au sign-up qui se confirme, et après on regarde ce que ça génère, mais on va essayer de moins regarder le CTR notamment. Pourquoi ? Parce qu'on a des pubs qui ont des super CTR, mais derrière, la qualité du trafic qu'elles peuvent amener sur Benebono n'est pas forcément au rendez-vous. Et je prends un exemple précis. On a eu, et on a arrêté de le faire, des pubs qui étaient agressives en termes de messages, autour du prix, parce qu'on a un discount chez Benebono, entre 20 et 30% de discount sur les produits. En moyenne, oui, sur des produits que normalement tu achèterais en supermarché. Ouais, exactement. Donc on a un discount et on le disait clairement dans la pub, mais sans préciser notre positionnement de qualité. Donc en fait, on donnait l'impression d'être un concurrent d'un Destocker ou d'un Lidl ou d'un Aldi, alors que pas du tout. Et donc en fait, on crée pas mal de trafic, mais qu'on décevait complètement, soit sur la landing page, soit dans le funnel, mais encore pire, après le funnel de sign-up, et en tombant sur le magasin où les gens disaient bah oui, il y a un discount, mais c'est pas du tout les marques, les produits que je m'attendais à voir. Et donc ça, c'est un bon exemple que le CTR et même quelques KPI entre temps sont pas forcément les meilleurs indicateurs. Oui, ça peut être à la fois le CTR ou le coût par sign-up dans ce cas-là. Parce que toi, ton funnel, c'est du monde sur ta landing page de sign-up, d'inscription. On fait beaucoup d'anglicisme. De là, tu vas avoir un coût par inscrit, coût par sign-up. Et ensuite, après, tu vas avoir un coût par commande, un coût par order, ou un CPA. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que maintenant, on se met à optimiser sur ce que j'expliquais des inscriptions les inscrits qui restent chez Benebono au moins quelques heures. Et c'est vraiment maintenant notre métrique clé, c'est de regarder le coût par personne qui reste inscrit au moins 3 heures. Parce qu'on sait que les gens qui viennent, qui s'inscrivent, qui regardent et qui sont pas contents de ce qu'ils trouvent, partent rapidement. Donc on regarde vraiment ce qui se passe après le sign-up et je pense que c'est un des éléments importants aujourd'hui de notre façon de piloter. Ouais, toujours demander à Meta ce qu'on veut finalement. C'est que tu peux lui demander des orders, je suppose que vous avez déjà essayé d'optimiser pour la commande et je parie que ça coûtait cher. Et tu peux demander des sign-up, des inscrits, mais il va te donner des inscrits qui sont peut-être pas chers et pas quali. Ou des inscrits, comme tu as dit, qui restent longtemps. Ouais, exactement, qui est une bonne métrique. Ouais. Et donc ça, c'est un événement, je précise pour l'audience, c'est un événement personnalisé que vous avez développé en interne avec votre équipe de développement ou growth. Et en fait, que tu ajoutes ensuite dans Meta et sur lequel tu vas optimiser tes campagnes. Ça, c'est un élément important. Et ça nous a vraiment, je pense que cette prise de conscience qu'il fallait qu'on trouve le bon indicateur, elle nous a fait vraiment réfléchir à tout ce qu'on testait. En fait, j'en parlais un petit peu, on a en 2024 vraiment repensé nos pubs, plus seulement pour avoir du trafic, mais pour avoir du bon trafic, repenser les landings, pas seulement pour que la personne passe à l'étape d'après, mais pour que les messages soient compris et qu'à la fin, la personne qui sign up, donc qui s'inscrit pas, reste. Et en fait, on a repensé un peu tout le funnel en se disant, on va pas optimiser étape par étape, même dans mon funnel, je vais pas optimiser en deux, je vais vraiment essayer, quand je fais un A/B test, de mesurer l'entièreté. Et ça, c'est un gros changement de mindset et c'est assez capital aujourd'hui pour pas dépenser son argent n'importe comment. Oui, c'est ça, c'est qu'avant, je présume qu'il y a peut-être 2021, 2022, 2023, c'était plutôt des tests A/B, soit sur la landing page ou sur les créas, et en fait, ce que tu mesurais à la fin, c'était le coût par sign-up et le coût par... Ouais, typiquement sur la partie funnel, encore une fois, l'erreur que je faisais avant, je pense que c'est que je regardais mon funnel étape par étape et je me disais, j'ai un drop à telle étape, je vais changer cette étape-là, je vais l'améliorer, et je restais très focus sur, ok, ma conversion de étape X à Y, est-ce qu'elle bouge ? Alors qu'en réalité, il faut regarder jusqu'au bas du funnel parce que tu peux avoir une étape plus fluide, mais en réalité, derrière, il manque des informations au client, il sign up pas ou il sign up et il commande pas. À chaque fois qu'on fait un A/B test, bien regarder le KPI qui nous intéresse à nous, et donc c'est ce que je disais, l'inscrit qui reste. Ok, donc là aujourd'hui, tous tes A/B tests, ça va être basé sur le KPI, c'est que tu veux un inscrit qui reste. Ouais, exactement, un inscrit qui reste. Potentiellement, on va regarder le montant de la première commande, etc. Enfin, on va vraiment aller loin pour avoir ce qui nous intéresse. Ok. Ouais, c'est quand même pas mal complexe, mine de rien, quand tu fais tes tests. C'est aussi permis par le fait qu'on a une plus grosse équipe tech. Moi, j'ai un gros ingénieur aussi dans l'équipe. Et donc, on a une équipe data. Enfin, on a aussi mis en place des outils pour gérer, monitorer ces A/B tests. Ouais, vous avez des outils internes où chaque personne qui rentre dans le tunnel, dans votre CRM, donc qui fait un sign-up,
vous allez analyser tout son comportement ensuite. Ouais, on traque tout et on utilise pas mal les grosses boucles pour la mesure des A/B tests qui est hyper efficace. Quand tu le setup, tu peux ensuite définir les métriques qui sont clés et les side métriques que tu veux monitorer et on itère avec ça. Ok. Et je vais peut-être revenir sur les tests. Quel type de tests vous faites aujourd'hui? Donc il y a bien sûr les tests sur méta au niveau créa. Donc énormément. Ouais, on a beaucoup. Ça, c'est aussi un élément qu'on a industrialisé. On a intégré. On avait longtemps la gestion méta externalisée. Ah, c'est vrai. Ce qui est top. En fait, je pense à un moment où il n'y a pas assez de budget pour l'avoir en interne de façon rentable. On l'a réinternalisé récemment, notamment pour avoir sur la partie créa beaucoup d'itérations et une bonne connaissance de ce qu'on faisait. Et en fait, aujourd'hui, on travaille énormément. On peut avoir des dizaines de versions d'une même pub qui marche bien. On va retravailler juste le hook pour vraiment trouver la créa qui fonctionne. Et donc, on crée des batchs. Donc, on part d'un axe. On se dit, on va travailler l'axe anti-gaspi. Ouais. On va ensuite réfléchir en équipe sur quelle est l'approche, quelle est l'émotion, par exemple, qu'on veut solliciter. Est-ce que c'est la joie, l'envie, etc. Et ensuite, on arrive à des scripts. On va faire quelques premières versions. S'il y en a parmi celles-ci qui fonctionnent bien, on retravaille notamment le hook jusqu'à avoir une perf qui est top. Oui, ça j'en ai déjà parlé aussi sur le podcast. C'est pour ça que c'est peut-être un peu répétitif, mais d'abord, tu testes, on va dire, tes concepts. Ouais. Là, de ce que je comprends, toi, tu fais beaucoup d'UGC, de vidéos, où vous scriptez plusieurs vidéos différentes pour un même axe, comme prix. Et une fois que vous avez la bonne vidéo qui marche bien, là, vous commencez à faire les petites itérations de hook et de call to action ou de ce qui va être dit dans la vidéo exactement. Complètement. On fait en effet beaucoup d'UGC. Parce qu'on a testé plein de formats et en réalité, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais c'est le format qui marche le mieux. C'est qui marche le mieux pour l'acquisition. Ouais. Après, pour le retargeting, je suppose que vous avez mais on n'a pas que ça. Hein, mais souvent, les top performers en broad, c'est ça. En broad, c'est ça. Ouais. Et je suppose qu'aussi, au niveau des audiences, vous êtes resté sur du broad, puisque à partir d'un certain moment, votre produit, il s'adresse à tout le monde. Donc là, je suis pas sûr qu'il faut définir une audience anti-gaspi, parce qu'en réalité, ça touche tout le monde. Et donc là, c'était sur Meta, sur les tests. Et après, il y a 2 tests peut-être sur les landing pages. Là, ça m'intéresse. Donc, tu as une landing page pour le sign-up. Est-ce que tu as toujours eu une landing page spécifique pour le sign-up, ou alors est-ce qu'avant, tu renvoyais vers une page du site? Je pense que sur les landing pages, on a moins aujourd'hui itéré que d'autres marques. On en a testé plusieurs, j'en parlais tout à l'heure, plus ou moins courtes et efficaces, ou alors très explicatives. Okay. On avait plutôt le biais avant de se dire il faut un truc qu'on entend souvent court, sans trop de portes de sortie, assez clean. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'on avait quand même quelque chose d'un peu compliqué à expliquer. Et donc aujourd'hui, ce qui performe, c'est ce que tu as peut-être vu, qui est le truc qu'on a en home, qui est une version assez longue, mais par laquelle on pense que les gens vont comprendre beaucoup de ce qu'on fait. Et on va peut-être un peu en perdre, mais au moins ceux qui passent, ils auront compris le fonctionnement de Benebono, et derrière, on aura moins de drop dont je parlais. Un peu comme ta homepage finalement, ça t'explique vraiment de A à Z tout ce que vous faites. Et après, tu peux t'inscrire. Okay. Et après, on a un funnel aussi sur lequel on a beaucoup itéré. Et là, de la même façon, en fait, on avait un funnel qui était plutôt court. Et là, on en a un qui est très long et qui marche mieux que le court. Je pense que ça peut vraiment surprendre quand on en voit la longueur. Vraiment, je pense qu'il y a une douzaine d'étapes. C'est vraiment très long. Mais pour autant, on l'a voulu comme ça pour, encore une fois, ce que je disais, être sûr que, au moins être sûr que les gens aient tous les éléments du fonctionnement, donc comment ils peuvent être livrés, les différentes fonctions, les différentes façons de se faire livrer, quels produits a priori ils vont être capables d'acheter, quand est-ce qu'ils vont être capables d'acheter, comment fonctionne l'abonnement sans engagement, etc. Donc il y avait pas mal de choses à expliquer et on a fait un funnel plus long qui finalement performe, alors que performe mieux. Dans le sens où une fois que tu as des inscrits, ce que tu veux, c'est comme tu disais, c'est que tu aies la plus grande proportion possible de nouveaux inscrits qui font une commande. Qui restent, qui font une commande, exactement. Et est-ce que tu mesures, parce que pour toi, la commande, c'est l'activation finalement. Et la première commande, exactement. Et tu mesures ça sur une semaine, un mois? On a un premier signal en 7 jours qui est hyper fiable sur... En fait, on arrive à... En réalité, les gens peuvent s'activer sur un mois, mais avec la donnée 7 jours, on sait tracer la courbe à 1 ou 2% près des gens qui vont s'activer. En fait, si on a une quarantaine de pourcents qui s'activent en 7 jours, on sait que sur la courbe de cette semaine-là, à la fin, elle va arriver à 60-70% d'activation en un mois. Parce que c'est
toujours le même pattern. Donc toi, tu t'analyses ces corps toutes les semaines finalement. Ouais, alors ça c'est le taux d'activation. On regarde cette semaine, on sait qu'on a une activation à X et on peut estimer qu'on sera à X plus 30 en gros à la fin, et ça nous aide aussi pour pas mal de métriques, quelle va être notre base active à ce moment-là, le coût d'acquisition global de ces personnes-là par rapport au spend, etc. Donc là je rentre vraiment dans le détail, mais on a cette capacité de prévoir, même si ça peut prendre du temps, prévoir le taux d'activation. Ok, je comprends. Je vais peut-être revenir sur le tunnel rapidement, parce que j'en parle pas souvent sur le podcast. Tu dis que tu es passé d'un tunnel simple, plus simple, à un tunnel plus complexe, que tu peux peut-être élaborer un peu plus à quoi ressemblait le tunnel avant, à quoi il ressemble maintenant, et ce que vous avez mis en place pour le... Je pense que les gros changements, on récolte les mêmes informations qu'avant. On va récolter l'endroit où on veut se faire livrer, les informations de paiement. Et ça, c'est toujours le cas. Il y a deux choses qui ont changé avec ce nouveau funnel. On a rajouté des étapes explicative. En fait, ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a des étapes sur lesquelles on va pas collecter de l'information, mais on va plutôt présenter l'étape d'après, introduire l'étape d'après. En l'occurrence, on va introduire comment ça fonctionne, cet abonnement, quels sont les produits qu'on va pouvoir récupérer. Donc on a remis dans le funnel de l'explication pour être sûr qu'on soit bien compris par l'utilisateur. Et un deuxième élément qu'on a ajouté et qui a eu un gros effet chez nous, c'est qu'on permet dès le funnel à l'utilisateur de paramétrer son compte, par exemple en disant combien de personnes sont dans le foyer, en disant quels sont les rayons qui lui sont les plus chers, dans le sens où s'il consomme beaucoup de fruits et légumes, il aime bien remplir ses placards avec des conserves et il aime bien les boissons non alcoolisées, il peut nous le dire, il sélectionne ces catégories-là et nous on l'enregistre, et plus tard, lors de ces expériences de commande, on va pouvoir lui suggérer les bons produits. Donc en fait, on a amené une personnalisation très haut dès le funnel de sign-up et qui a un super effet bénéfique parce que la personne comprend comment ça va fonctionner. Parce qu'on lui demande des paramètres, c'est que derrière, on va pouvoir... elle s'imagine qu'on va lui choisir, lui suggérer des produits, donc ça explique le fonctionnement. Et pour nous, ça a permis derrière d'avoir des commandes qui étaient beaucoup plus variées, qui n'étaient pas autour des fruits et légumes, mais qui étaient vraiment très variées parce qu'on allait suggérer des boissons, etc. Ok, donc avant, on vous demandait, quand quelqu'un s'inscrit, le nom, prénom, adresse. Ouais. Alors que maintenant, vous demandez tout ça, encore une fois, qu'est-ce qu'ils préfèrent avoir chez eux dans leur placard. Exactement, il y a une partie paramétrage qui reste simple parce qu'on sait tous qu'il ne faut pas donner non plus trop de choix, pas trop de complexité, mais qui donne un avant-goût de ce qui va se passer derrière. Ok, d'accord. Ok. Et donc on a parlé de la landing page, on a parlé du tunnel, il y a d'autres tests que vous avez mis en place, je pense, j'avais noté par exemple pour tout ce qui est panier moyen. Donc votre but finalement, c'est aussi que les commandes, ont des paniers moyens de plus en plus élevés dans le temps et que, on en parlera après aussi, que tu as une meilleure fréquence d'achat. Alors l'exemple que je donnais de l'étape du funnel de paramétrage, c'est un gros travail sur le panier moyen parce qu'en fait, d'avoir toutes ces connaissances sur tous les utilisateurs, ça permet d'avoir des suggestions qui sont plus justes, avoir des paniers moyens qui sont plus gros. Ça a été game changer honnêtement. On l'a mis en place pour les gens qui étaient déjà abonnés. On leur a dit maintenant vous pouvez nous indiquer ce que vous préférez et on vous suggérera des choses. On a vu un uplift sur les personnes qui étaient déjà chez Benebono, mais cet uplift il est tout petit par rapport à ce qu'on a vu sur les nouvelles cohortes. Pour le coup, l'avoir mis dans le funnel, là ça a été, je ne sais plus comment l'uplift, mais c'est peut-être plus de 30% de panier moyen juste avec ce changement-là. Ça, vous l'avez mis en place il y a longtemps ou... On l'a mis en place en juin. Donc c'est très récent. En fait, vous, les travails de tunnel, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de choses cette année. En fait, le produit Benebono a évolué dans le temps. J'en parlais. Au début, c'était des fruits et des légumes, on ne pouvait pas changer. Après, c'est des fruits et légumes, on pouvait changer. Après, on pouvait ajouter des produits d'épicerie. Mais on avait une base de fruits et légumes qui était nécessaire. Et là, on est vraiment, depuis un peu moins d'un an, dans un modèle où on fait ce qu'on veut. On reçoit ce qu'on veut. Et donc, en fait, à partir de là, il a fallu repenser toute l'acquise, les ads, les landings, le funnel et même la partie post-inscription pour coller avec ce produit et justement en tirer le plus grand bénéfice. Ça se fait au fur et à mesure, évidemment, tu ne changes pas tout en même temps. Au début, vous avez peut-être changé les ads pour dire là... Ouais, et en même temps, il y a eu un gros focus en Q2, Q3 et on a beaucoup travaillé toutes ces parties. Il y a eu un gros effort spécifiquement en 2024 parce qu'il y avait ces changements en parallèle de produits. Et je me pose une question là comme ça, comment vous avez fait à prioriser ces tests-là? Vous aviez une méthodologie spécifique pour vous dire ok, on fait tel test avant, tel test après?
Je sais qu'il y en a qui utilisent le modèle ICE, un truc comme ça. Impact, Confidence Effort, un truc comme ça. Des trucs comme ça. En fait, ça, c'est une approche qu'on utilise pour tout, et en acquise, et sur tous les sujets product aussi, pour essayer de prioriser. Là, en l'occurrence, on a resserré les tests. Après, la partie ads, ça reste quand même assez autonome. Oui, et en l'occurrence, en ça. ads, on teste tout le temps. C'est une personne qui fait ça. Mais sur la partie funnel, on a un peu travaillé de front les différents sujets. Okay. C'est pas forcément la meilleure approche parce qu'honnêtement, faire plusieurs A/B tests en même temps, c'est très compliqué à setup pour avoir des volumes sur tous les variants. Donc, clairement pas à reproduire, mais on avait ce besoin de craquer rapidement ces sujets d'acquisition. Ok, d'accord. Et pour revenir sur la partie tête, vu que tu as quand même pas mal d'expérience là-dessus, genre c'est quoi les erreurs à éviter, surtout pour des gens qui... Parce que les personnes qui vont nous écouter vont se dire ok, c'est génial de faire des tests, mais je sais pas comment faire, comment y prendre en pratique, par où commencer, et surtout qu'est-ce que je mesure ensuite. Est-ce que tu veux bien qu'on termine là-dessus peut-être pour toi peut-être donner tes bonnes pratiques à ce niveau-là? On est aujourd'hui dans une situation chez Benebono qui est compliquée où on fait beaucoup de tests en même temps en product. En fait, on en fait. Là, je parle pas que d'acquise, mais c'est complètement valable pour l'acquisition. On fait plein de tests, on a plein de tests en parallèle, et c'est très compliqué dans ce cas-là d'avoir assez de volume pour être significatif rapidement. Le pire, c'est d'avoir des tests mis sur des populations trop petites et qui vont durer 3 mois avant de donner un résultat significatif. Donc pour ça, je pense qu'il faut pas faire trop de tests en même temps. Il faut faire des tests qui soient quand même des tests de rupture. On n'est pas Amazon, on va pas faire un 1 million button, et donc il faut faire des tests qui soient vraiment des ruptures pour apprendre. Changer, inverser 2 blocs, changer le CTA. En fait, avant de voir de la significativité, il faut des mois. Par contre, si on fait une vraie rupture, on se dit on fait 2 landings avec des thématiques différentes. A priori, il y a plus de chances d'avoir un résultat significatif rapidement. Je suis d'accord avec toi. Faut pas faire les petits tests que tu vois sur Google, quand tu tapes idée d'AB test. Il faut des gros tests. En fait, on n'a pas assez de volume pour voir l'effet d'un changement de CTA. Faire des gros tests, pas en faire 3 en même temps. Après, je pense que je le mentionnais un peu, mais avoir un outil de monitoring des tests bien setup, c'est essentiel. Je parlais de Grossbook, mais il y en a sûrement d'autres. J'avais entendu parler de celui-là, donc j'ai l'impression que c'est un outil plus avancé, plus. C'est un outil c'est un outil un peu de connaissance data pour le mettre en place, mais ça, en vrai, ça peut se faire sans. Je pense que les tests. Il y a même des outils en ligne pour avoir la significativité des tests accessibles à n'importe qui. De façon très basique, sur les landing pages, tu utilises Unbound, et puis tu fais des variantes de landing page et tu dis juste laquelle est la meilleure au niveau de taux de conversion. C'est un très bon exemple. Pour le coup, c'est un très bon outil en plus pour le faire. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était un plaisir de t'avoir. Moi, j'ai beaucoup appris sur ce que vous mettez en place sur votre site, comment vous êtes développé. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil que tu voudrais donner ou un mot de la fin pour terminer? Je pense qu'un élément important et qu'on a découvert au fil de l'eau, c'est que c'est bien de travailler ses anciennes cohortes en réalité, mais l'uplift, il est souvent beaucoup plus massif sur les nouvelles. Donc je pense qu'il faut avoir un certain focus sur comment on fait de l'acquisition, quels nouveaux comportements on peut mettre en place, plutôt qu'essayer de changer les pratiques qui sont déjà très ancrées chez les utilisateurs. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Parce que là, c'est vrai que, comme tu l'as dit, je termine là-dessus, l'uplift que vous avez vu sur vos anciennes cohortes en demandant leurs préférences sur votre site, il n'était pas aussi important que sur les nouvelles cohortes. Non, mais c'est assez normal parce qu'au fond, changer les comportements, c'est compliqué. Alors qu'acquérir des gens avec des comportements neufs et bénéfiques pour l'entreprise, c'est plus simple. C'est plus simple, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Bien sûr, non, bien sûr. Merci à toi, Sven. C'était un plaisir de t'avoir et je te dis à très bientôt. Salut.